Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Nouveau Monde sur Télé Sud à Paris. On dit toujours qu'on juge une politique à ses résultats, et c'est facile à dire, mais c'est très difficile de faire le bilan d'une politique étrangère. On peut bien sûr évaluer la paix qui progresse ou au contraire la guerre qui menace, la crise qui s'aggrave, mesurer la distance entre les buts affichés et les résultats obtenus, faire le décompte des initiatives qui ont été couronnées de succès et celles beaucoup plus nombreuses qui tournent court, aussitôt annoncées, aussitôt oubliées. Mais quelle est la part de chance, la part de hasard, quel est le fruit de la volonté tenace, de l'habileté à négocier, comment savoir ce qui se passe réellement aussi, au-delà du brouillard de la communication? Eh bien tout ça, évidemment, est très difficile à évaluer. En tout cas, à la fin d'un mandat, comme celui d'Emmanuel Macron, ou au bout d'une année d'exercice, comme Joe Biden cette semaine, que le monde entier accable et dont le bilan tient en un seul mot finalement l'Afghanistan, on n'a pas fini de mesurer les conséquences du repli américain évidemment. Et on n'a pas fini non plus de comprendre et d'évaluer ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 5 ans. Le président français est sur les starting blocks, tout à la fois parce qu'il est au début d'une campagne présidentielle dans laquelle il ne s'est pas officiellement lancé, mais qui ne fait aucun doute, et il est au début de la présidence du Conseil européen, de la présidence française du Conseil européen, et dont il a présenté le programme en allant à Strasbourg plancher devant les députés européens. Bonjour Isabelle Lasserre. Bonjour Vincent. On y arrive. Vous êtes journaliste, vous êtes rédactrice en chef adjointe du service étranger du Figaro. Vous avez été reporter de terrain, bien sûr. Vous avez été correspondante à Moscou. Vous avez suivi les questions de défense, on s'en souvient. Et vous êtes aujourd'hui, vous suivez les dossiers diplomatiques. Et vous signez Macron, le disrupteur, aux éditions de l'Observatoire, sous-titre « La politique étrangère d'un président anti-système ». Tous les mots comptent et on va évidemment tous les contester sévèrement. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire disrupteur ? D'où vient le mot et puis quand il existe, disrupteur? Alors, on me reproche souvent de l'avoir employé en disant c'est un mot anglais, pas du tout. Allez chercher dans le dictionnaire français et vous vous apercevrez, Vincent, que c'est aussi un mot français qui a sans doute été remis à la mode par l'expression britannique disrupteur. Disrupteur, c'est la Révolution française on parlait de disrupter le roi Louis XVI. Écoutez, en tout cas, ça marche puisque ça fait parler, ok? Alors, on dirait qu'il y a une forme de coquetterie, pourrait-on dire, et même quelque chose d'un peu puéril à vouloir à tout prix innover, à faire l'intéressant, comme on disait quand j'étais petit. Vous parlez de moi ou d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, évidemment. D'accord. Vous vous effacez derrière votre sujet, non? Oui, comme vous parliez du titre disrupteur... Non, mais c'est lui, le disrupteur. Le grand disrupteur, c'est Emmanuel Macron, ça. Alors, il fait son malin, oui, dans le sens où il a souvent des mots, des phrases, une manière de résumer sa pensée qui peut paraître légère à certains et qui, en tout cas, est parfois décalée. Quand il parle, par exemple, de la mort cérébrale de l'OTAN, tout le monde sur le fond est plus ou moins d'accord avec lui, mais ce sont des mots qu'il aurait mieux valu entourer de plus de coton. Alors il y a deux choses, il y a à la fois le côté désinhibé, il dit ce qu'il pense, et ce qu'il pense n'est jamais stupide, même si c'est contestable. Oui. Il y a ce côté désinhibé, puis il y a en même temps le réflexe qu'a tout analyste ou tout diplomate. À quoi ça sert? Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Alors, c'est la grande question et il est un petit peu tôt pour répondre. À 80%, je pense que les initiatives d'Emmanuel Macron n'ont pas été couronnées de succès. Elle a écrit 270 pages sur Macron le disrupteur, pour faire le bilan. Et elle dit c'est un peu tôt. Bah, mais grosso modo... Vous savez comme moi, Vincent, qu'une politique étrangère,
ne peut pas entièrement se mesurer au bout de 5 ans. On le sait bien. Et que nombre de présidents, vous ne comptez pas les présidents dont les politiques étrangères sont revisitées, pour ne citer par exemple que Ronald Reagan. Hein. Donc on fera le bilan 40 profond. ans après, d'accord, 40 ans, on ne sera plus là. Donc, mais Isabelle Lasserre est formidable parce qu'il lui faudra 2 mandats pour évaluer la politique étrangère d'Emmanuel Macron. À vous lire, on sent quand même que vous êtes tombé, je ne dirais pas sous le charme, mais que vous êtes fasciné par l'objet de votre étude. Ah bah, vous l'avez déjà rencontré en tête-à-tête, Emmanuel Macron. Son intelligence quand même est fascinante, son énergie aussi. Cela dit, je dis quand même que ça à 80%, ces initiatives ne fonctionnent pas. Elles ont en partie marché sur l'Europe, où il a été aidé par Angela Merkel, mais où il a quand même réussi avec le plan de relance. Elle a en partie fonctionné sur des dossiers avec la Turquie. On va passer tout ça en revue. Ok. Question par question. Alors, vous parliez de l'OTAN, de la mort cérébrale de l'OTAN. Alors, évidemment, ça a électrisé tous les états-majors. Ça a frappé l'opinion. On se dit, mais c'est tellement vrai, cette bureaucratie militaire qui aurait dû disparaître à la chute du mur. Sauf qu'en réalité, c'était vrai, effectivement, en 90, la mort cérébrale. Puis après, l'OTAN s'est réinventée. Elle est allée guerroyer en Yougoslavie, enfin. Elle s'est trouvée une mission en Afghanistan. Et finalement, l'Europe à 27 impose l'OTAN. L'Europe à 27 impose l'OTAN. Au moment où Emmanuel Macron prononce ces mots, la France, l'Europe et l'OTAN ont un énorme problème avec la Turquie et la question se pose. Et aujourd'hui, effectivement, l'OTAN est plus solide. Ce qui réinvente l'OTAN en ce moment, c'est surtout la Russie. Alors la Russie, effectivement. Il y a eu un moment extraordinaire au début du quinquennat, ça a été la découverte mutuelle de Vladimir Poutine et d'Emmanuel Macron. Et il lui a déroulé le tapis rouge à Versailles. Il l'a glorifié, dites-vous. Non, il n'a pas glorifié. Non, il n'a pas glorifié. Ouais. À Versailles. Ouais. Il lui a offert ce que Vladimir Poutine, ce dont Vladimir Poutine rêvait. Cela dit, sur la Russie, Emmanuel Macron a été relativement honnête. C'est-à-dire qu'il a été à la fois ferme et en même temps, il a maintenu les sanctions sur la Crimée. C'est un prototype parfait du en même temps, sa politique russe. Et c'est aussi un des seuls dossiers, enfin un des dossiers sur lequel il n'a pas du tout été disrupteur. C'est pour ça que je le montre en fait en contre-exemple. Emmanuel Macron, vis-à-vis de la Russie, a eu la politique de tous ses prédécesseurs. Il a tenté un coup de poker. Il a tenté un coup de poker, ça n'a pas marché. Comme avec Donald Trump, il a voulu acheter finalement l'action Poutine quand elle était au plus bas, en disant qu'il misait, et puis finalement, c'était un investissement ça a raté avec Donald Trump et ça a raté avec Vladimir Poutine. S'il ne l'avait pas fait, vis-à-vis du président américain comme vis-à-vis du président russe, on le lui aurait sans doute reproché. Oui, il a tenté le coup. Tenté le coup. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir tenté le coup? Alors, vous dites, vous vous attardez dans votre préface longuement sur les confidences que vous a fait l'entourage du président, ses proches, plus ou moins proches, et qui relèvent qu'en fait, son mariage avec Brigitte Macron, cette histoire très romanesque de l'élève et de la professeure de théâtre qui file le parfait amour et qu'on nous raconte comme une bleuette alors que c'est sans doute une histoire beaucoup plus tragique, en tout cas pour les psychanalystes passionnante. Et vous dites que ça, c'est le ressort de sa personnalité, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je pense que sa personnalité, moi je l'ai vue dans 3 domaines différents, à la fois dans sa vie sentimentale, dans sa vie politique française, quand il fait un blitzkrieg sur la présidence, et dans sa vie internationale. Et effectivement, la première étape, c'est cette histoire avec Brigitte Macron. Les proches racontent, enfin les proches, ceux qui parlent, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron refuse de se confier sur cette partie de sa vie, mais c'est vrai que c'est vraiment une opération, c'est quelque chose qui est interdit, qu'il transcende, et en fait, il y va quand même contre la morale, contre toute sa famille, contre ses proches, contre la tradition, et il réussit et ça marche. Oui. Et ça lui donne une espèce d'élan, une espèce il est sûr de lui après. Oui. Alors, oui. Vous citez 2 personnages, un couple qui est Cohn-Bendit Goupil.
qui, bien que sur ces histoires de relations interpersonnelles, peuvent avoir sans doute quelque chose à dire, mais qui c'est leur disent côté. qu'il a bravé, il a dû surmonter tous les obstacles, notamment les railleries de ses camarades, mais c'est le contraire. Ah si, à l'époque, Il a si. emballé la plus belle prof du lycée, les camarades, les 16 ans. lycéens l'ont beaucoup Non. admiré. Vous À 16 ans, plaisantez. pas du tout. Pas Oh, du ça, tout. c'est une Vous les idée. avez interviewés, les lycéens? Mais je me souviens d'avoir été lycéen. Hein. Oui, mais... C'était il y a longtemps, je vous l'accorde. Alors, les journalistes aiment bien les ruptures, c'est la nature même du métier, c'est l'événement. L'événement est forcément une rupture, et ils aiment bien les formules comme briser les codes, faire bouger les lignes. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais dans l'ensemble, une idée de progrès. Et au fond, la politique étrangère d'un pays, c'est pas ça. La politique étrangère d'un pays, elle est dictée par son environnement, sa géographie, sa puissance économique aussi, très importante, hein, qui est directement liée à sa souveraineté, à son autonomie. La France, endettée jusqu'au cou, peut-elle parvenir à peser sur la marche du monde, ou en tout cas à se faire entendre, même avec la voix d'un Emmanuel Macron qui a fait courir la planche à billets et endetter le pays Eh bien non, c'est ce que je raconte, parce que si dans la première partie, je parle de sa volonté de briser les codes, dans la deuxième partie, je parle des limites, et une énorme limite à l'action de Macron, c'est pour ça que, en fait, ça ne marche pas tellement, c'est la situation économique de la France. C'est-à-dire que pour être une puissance qui compte dans le monde, il faut d'abord l'être économiquement, et la France ne l'est pas, ne l'est plus, et l'est sans doute de moins en moins. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle perd de l'influence sur la scène internationale. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé, d'abord ? Est-ce que vous êtes parti d'une idée qui vous était venue en disant ben, je vais essayer de voir si elle est vraie, et puis vous avez enquêté pendant un certain nombre de semaines, de mois, d'années, vous allez nous dire ça, ou est-ce que c'est au fil, finalement, en rencontrant les uns les autres, et l'intéressé lui-même, que cette idée force a émergé ? Non, j'ai travaillé, c'est la première chose, j'ai travaillé pendant 2 ans en rencontrant une centaine de personnes, Emmanuel Macron 2 fois. Le personnage me fascinait, je le trouvais extrêmement brillant, sa méthode m'interpellait, et ça a été extrêmement compliqué. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, je ne savais pas qui il était. Et j'ai eu une grande période de doute qui a duré 1 an, où je ne savais pas quoi. Je ne savais pas comment juger sa politique étrangère. C'est la première fois que ça m'arrive dans l'écriture d'un livre, où j'ai mis 2 ans à comprendre à peu près qui il était. C'est très compliqué. Il est tout en même temps. Ce que vous dites est intéressant parce que, d'abord, c'est sincère, c'est vrai, mais aussi parce que c'est paradoxal, car on rencontre énormément de gens et de professionnels, de diplomates notamment, qui vous disent « Macron, c'est très simple, le bilan, c'est rien ». Il y a des gens extraordinairement sévères à l'endroit de ce président. C'est une des raisons pour lesquelles c'était très compliqué pour moi de travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il dégage, il provoque dans certains corps de la société une telle opposition qui est complètement... une haine même parfois, qui est irrationnelle et qui est déconnectée de son bilan, qu'il est très très difficile de faire la part des choses. On peut dire qu'il a beaucoup déçu. Alors, en général... Ça c'est en France, hein, parce que quand on parle à des interlocuteurs à l'étranger, on a un jugement totalement différent. Bon. Alors il énerve beaucoup, il énerve notamment dans les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale. Mais pas autant. Attendez, vous parlez de disruptif, la grande curiosité c'est qu'il s'est querellé avec tout le monde. En fait, quand on fait le bilan, on voit qu'il s'est brouillé avec Trump et avec Poutine, dont on parlait à l'instant, avec le Bulgare, avec le Turc, avec l'Italien, avec le Britannique, avec ceux du Sahel, avec Bolsonaro, avec Rouhani, avec tout le monde. Là, vous citez, et puis il s'est réconcilié. Vous citez des responsables politiques avec lesquels il est difficile de ne pas se brouiller. Donc Macron se brouille et puis il se réconcilie. Voilà, il a rompu. Et puis il se réconcilie. On a rappelé l'ambassadeur
de France en Italie. C'était jamais arrivé depuis 3 républiques. Il ne s'est pas brouillé avec Vladimir Poutine et il ne s'est pas brouillé avec Donald mais- Trump. Merkel, oui. Angela Merkel, oui. Non, mais s'est il s'est brouillé pas brouillé. vraiment avec Donald Trump, pas Emmanuel Macron. Oui. Non. Non. Il essaye, ça ne marche pas. Bon, on avait eu il se l'impression frite. on avait eu l'impression qu'il y avait eu quand même une espèce de bromance à un moment, et puis que après le 11 novembre, l'autre avait été humilié. Oui, il y a eu une déception côté Emmanuel Macron, mais il n'y a pas eu de brouille. D'accord. Il y a eu des brouilles avec les pays d'Europe centrale et orientale qu'il a su rattraper à la fin de son mandat, en allant les voir Oui. tous les uns après les autres, ce qu'aucun président français n'avait fait avant lui. Le piratage de dirigeants dont vous Le parlez. piratage de dirigeants. C'est marrant parce que c'est ça c'est la méthode. Et alors, par exemple, je vous raconte la manière dont il a piraté Donald Trump un jour à Biarritz, quand Donald Trump, après avoir hésité, arrive finalement, atterrit à Biarritz pour un sommet du G7 dans Qui lequel on l'ennuie. va parler de l'Iran. Et aucun déjeuner n'est prévu avec Emmanuel Macron, aucun rendez-vous en tête-à-tête, parce que Trump décide toujours au dernier moment. Et Emmanuel Macron lui barre le passage quand Trump arrive à son hôtel et l'attire dans un rendez-vous autour d'une table et organise pendant 2 heures un tête-à-tête qui était non prévu, alors que toute la garde de Donald Trump est absolument dans tous ses états. Ça ne se fait pas d'arrêter un président américain comme ça et de l'asseoir à un déjeuner alors que ce n'est pas prévu. Oui, ça, Les pirates. effectivement, on n'imagine pas François Hollande faire ça. Nicolas Sarkozy, peut-être. Il aurait pu, Oui. Nicolas Sarkozy. Il a un Est-ce petit que- côté Sarkozy, Emmanuel Macron. Oui. Est-ce que. Alors, il marginalise beaucoup le Quai d'Orsay. Toute la machinerie des affaires étrangères, les diplomates sont maltraités. Hein, il y a un peu de condescendance. D'ailleurs, il supprime le corps et il se passe de l'administration. Hein. Oui, alors en fait, ça c'est vraiment une de ces marques la marque de son quinquennat en France, et c'est pour ça que les diplomates ne l'aiment pas tellement. Il considère que les administrations sont trop lentes, qu'elles sont désormais inadaptées au changement du monde, au fait que le monde bouge de plus en plus rapidement, et qu'il faut maintenant inventer des formules, des politiques de manière très rapide. Et alors il en veut particulièrement au Quai d'Orsay, qui, dit-il, met 6 mois pour produire une espèce de décision consensuelle et molle, là où il faut agir très vite, c'est-à-dire en 3 semaines et de manière radicale. Alors, c'est pour ça qu'il s'appuie sur des petites équipes d'une espèce de forme de diplomatie parallèle. Il prend un type dans le civil, une personne de la DGSE, il monte peut-être des équipes ad hoc, et ces équipes lui montrent des solutions. C'est ce qu'il a fait un petit peu en Libye, enfin il fait ça, il essaye de faire ça à chaque fois, à 3 semaines, sans forcément informer le Quai d'Orsay. Donc le Quai d'Orsay est furieux. Sur le fond, Emmanuel Macron, c'est pas un homme à diplomate, il n'aime pas les diplomates. Bon, et il les a marginalisés. Et il les a marginalisés. Alors, bon, c'est pas non plus c'est un homme de coups, mais c'est pas uniquement ça. On va prendre les sujets les uns après les autres parce qu'on va faire comme dans votre livre. Bon, un mot de l'Europe quand même parce que c'est la grande œuvre, c'est l'idée fixe, c'est l'idée force, c'est ce qui le motive, c'est là où il y a une sorte de colonne vertébrale idéologique. Il y croit, il est fédéraliste, et entre le discours de la Sorbonne au début et le discours cette semaine devant des députés européens, bon, il y a l'épreuve de la réalité, mais quand même le rêve perdure. Hein. Le rêve perdure, c'est la colonne vertébrale de sa politique étrangère, c'est vraiment le truc en quoi il croit. Il croit, Ouais. et c'est sans doute sur le dossier européen qu'il a dépensé le plus d'énergie. Il se heurte au mur de la réalité, c'est-à-dire qu'il comprend au bout de 5 ans que, en fait, nos partenaires européens ne veulent pas. Bah oui. Ils ne veulent pas le suivre, notamment ils ne veulent pas le suivre dans l'Europe de la défense. Et que pour la plupart de nos partenaires européens, L'Allemagne. la défense, l'Allemagne, mais pas seulement, toute l'Europe orientale et toute l'Europe centrale, la défense, c'est l'OTAN. Ouais. D'abord parce qu'aujourd'hui, seul l'OTAN est sérieux dans les questions de défense, ensuite parce que ça coûte moins cher, et ensuite parce que de nombreux pays, comme l'Allemagne, sont encore pacifistes. Alors, L'Europe est pacifiste. Voilà, l'Europe, l'autonomie stratégique, l'Europe puissance, C'est un rêve l'Europe français. souveraine, l'Europe plus forte en matière de défense. C'est un rêve français. Ouais, Alors c'est moi, un je rêve pense que- très français, Moi, en je fait. pense que la France a raison et qu'Emmanuel sûr, vous êtes Macron a française. raison, Oui. parce que je suis française. Le fait est qu'on est les seuls à penser de la même manière.
Oui. Donc ça marche de pas. cette manière, en fait, les Allemands font de l'export, de l'industrie, du commerce, et les Français font les mercenaires. Oui, les seuls qui ressemblaient relativement aux Français, même s'ils étaient Oui. en partie anti-européens, étaient les Britanniques. Oui. En fait, ce qui restera du quinquennat d'Emmanuel Macron, à part d'avoir repeint en bleu avec des étoiles l'Arc de Triomphe et d'avoir eu cette espèce de rêve, cette utopie vibrante pour l'Europe, c'est finalement le Brexit et le départ des Britanniques. Mais ça, il n'y pouvait rien. Ah bah non, il n'y pouvait rien. Oui. Il n'y pouvait Mais absolument il s'y est rien. résigné comme tout le monde. Hein. Bah, comment faire autrement? Bon. Alors, si on remonte le temps, bon, un président désinhibé qui prend la main de Donald Trump, hein, qui accueille Vladimir Poutine, on le disait, et tout ça tourne au vinaigre, plus ou moins. Et puis, il y a, avec l'Afrique, vous le soulignez, une approche qui est mais vraiment radicalement différente, en tout cas dans l'intention, d'avec ses prédécesseurs. Il veut réinventer la relation et il ne se sent pas comptable du passé, puisqu'il est d'une autre génération que celle de la décolonisation. Oui. Alors, quand on demande à Emmanuel Macron quel est le dossier sur lequel vous avez eu l'impression d'être le plus disrupteur, il ne parle pas de l'Europe, il dit vraiment, spontanément, c'est l'Afrique. Ouais. C'est-à-dire que Parce c'est un qu'en dossier fait, extrêmement important pour lui. ouais. Avec l'Europe, c'est le gros dossier d'Emmanuel Macron. Mais alors, il ne se sent absolument pas dans une relation de connivence ou de coopération avec les présidents africains. Non. Au Alors, contraire. oui. Alors, tous les présidents français, depuis, mettons, 15 ans ou 20 ans, ont annoncé qu'ils allaient mettre fin à la France-Afrique. Chacun d'entre eux a donné des coups d'entaille dans cette relation. Emmanuel Macron, lui, c'est un gros coup de hache. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne se sent pas comptable des relations traditionnelles qui ont été liées entre la France et les dinosaures africains. Oui, sauf que la France est aussi un dinosaure, hein, et que l'histoire n'a pas commencé en 1976, 18. D'abord, je vous explique ce que lui pense. Oui. C'est-à-dire qu'il considère qu'aujourd'hui, on doit s'appuyer sur la jeunesse africaine, on doit mettre l'accent sur les start-up, l'économie, etc. Sauf qu'à l'arrivée aussi, ça ne marche pas tellement. Pourquoi ça ne marche pas tellement? Parce que ceux qui ont le pouvoir, c'est les grands dinosaures encore en Afrique. Oui. Et que la France elle-même est encore un grand dinosaure. Et que les accords de défense continuent à exister. Donc on ne peut pas baser une nouvelle politique africaine en misant uniquement sur la jeunesse africaine. On est bien obligé de tenir compte des présidents africains, même quand ils sont au pouvoir depuis 20 ans ou depuis 30 ans. Oui, mais surtout que, bon, après tout, un sommet France-Afrique avec un seul chef d'État, le français, et en face des jeunes africains, c'est totalement déséquilibré aussi. On n'est pas d'égal à égal, hein. Ce ne sont pas des alter-égaux. Il faudrait une société française civile en face d'une société civile africaine, non? Eh bien oui, puis en plus, c'est pas eux qui sont au pouvoir. Plus de sommet France-Afrique. Hein. Donc en tout cas, c'est particulier, certes c'est disrupteur, mais on se demande à quoi ça va servir. Oui, et puis les chefs africains n'ont pas envie d'être disruptés, ils n'ont pas envie d'être déséquilibrés, ils n'ont pas envie d'être bousculés, non. Ils ont déjà du mal à se maintenir, eux aussi ont leurs problèmes. Est-ce que, bon, et bien l'Afrique c'est le Sahel, et le Sahel c'est d'abord le Mali, et la situation en 5 ans s'est considérablement dégradée au Mali. La situation s'est dégradée. Alors, c'est une crise d'héritage pour Emmanuel Macron, le Mali. Hein. C'est pas lui, il n'a fait qu'hériter du Mali. Qu'aurait-il pu faire d'autre? Aurait-il dû se retirer du Mali plus tôt? La question est encore posée. C'est très compliqué. Il n'est pas responsable de la dégradation de la situation au Mali. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des dossiers dans lesquels il échoue, c'est vrai sur le dossier européen comme c'est vrai sur le dossier malien, ne sont pas du fait d'Emmanuel Macron. Oui, en fait, la leçon, c'est quand même que la France n'a plus assez d'influence aujourd'hui pour changer la donne dans la plupart des crises internationales. C'est ça la réalité. Oui, mais Isabelle Lasserre, quelle que soit l'admiration ou l'intérêt que suscite en vous le personnage disruptif dont nous parlons, une politique étrangère, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait à deux. C'est justement, c'est comme un ménage, comme dans un couple. Hein. Oui. Enfin là, ça ne se fait plus à deux. Oui.
Mais est-ce que c'est Emmanuel Macron qui est en cause ou est-ce que c'est la France? Ah, Non mais, est-ce que Wagner n'aurait pas été déployé par exemple au Mali? Est-ce que le sentiment français n'aurait pas continué à progresser si Macron avait été quelqu'un d'autre? Moi je crois que si, franchement. ce sont des vraies questions. Et alors, ce qui est formidable quand même dans votre ouvrage, outre qu'il est bien écrit, qu'il est très informé, qu'il est intelligent, qu'on apprend des tas de choses en le lisant, c'est qu'il fait réfléchir. Il fait réfléchir effectivement à la limite d'une politique étrangère et à l'énergie incroyable, parce que c'est quand même ça qu'il faut pour passer d'un dossier à l'autre, pour s'impliquer dans des sujets aussi compliqués, des problématiques aussi insolubles. C'est incroyable en fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron a prêté suffisamment d'attention à ses interlocuteurs? Ça dépend lesquels. Ses alter ego. Mais oui, si vous parlez de Vladimir Poutine, il est sans doute l'un de ceux qui lui a prêté le plus d'attention. Donald Trump aussi. Les pays d'Europe orientale, non, pas suffisamment. Pas suffisamment. Pas suffisamment. L'Afrique? Pas du tout. L'Afrique, pas suffisamment. Sans aucun Pas assez doute. bien. Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système. La politique anti-système d'un président disrupteur. On peut le mettre à l'envers, ça marche dans tous les sens. Et ça se lit à l'endroit, à l'envers, au début, au milieu, à la fin. C'est formidable. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci Isabelle Lasserre. Merci Vincent Rendez-vous Arouette. la semaine prochaine, même lieu, même heure.